Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans ce deuxième épisode de la nouvelle formule du Pince-Crâne. On espère que le premier épisode vous a plu et si vous écoutez le deuxième, c'est très certainement qu'il vous a plu, enfin je crois. En tout cas, on a eu des très gentils commentaires sur YouTube et c'était très agréable à vous lire. Merci pour les recommandations et on espère que cette nouvelle fournée va vous plaire. Aujourd'hui, on va analyser, on va discuter, analyser et papoter autour d'œuvres qui nous ont plu. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon fidèle compère de toujours, Aymeric Châtelain. Comment vas-tu ? Bonjour tout le monde, merci beaucoup de l'invitation, ça me fait super plaisir de venir pour le reboot / revival / renaissance du Pince-Crâne. Final Remix. HD, ouais. Toi-même tu sais. Oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, je suis très content de venir, j'espère que j'arriverai à raconter correctement une œuvre. Au pire, on rigolera bien. Ouais, ah bah ça par contre, je suis pas la moitié d'un rigolo. Ça, on sait faire, ouais. On sait faire. Pour la petite side note, après le premier épisode, j'ai commencé à jouer à Sea of Stars avec un copain parce qu'il y a un mode multi, ce que Seb n'avait pas dit dans le précédent épisode. Ça peut vous intéresser ou pas, je ne sais pas. Mais c'est très chouette, j'aime beaucoup. Et fun fact, on peut mettre le jeu en québécois et ça donne un jeu complètement ridicule, bien sûr que si. Oh, c'est génial. Ça dure 5 minutes, c'est rigolo, et après stop, tu t'arrêtes parce que c'est chiant. Mais est-ce que c'est le jeu est en québécois bêtement avec l'accent, ou est-ce qu'il y a vraiment les termes et les tournures de phrases ? Il y a tous les termes. Ah ouais. Il y a tous les termes et les tournures de phrases, c'est ouf. Attends, j'en ai fait qu'une seule capture d'écran, mais c'était « Hey les Tsipapout, jouez-vous encore dans votre caverne ?» ça donne le ton général. Bref. Pour ceux qui nous rejoignent sur ce deuxième épisode, vous êtes cons, vous avez raté le premier, mais n'hésitez pas à y aller. Je vais quand même réexpliquer le concept rapidement. On va vous proposer 3 œuvres, ça peut être n'importe quoi, un film, un jeu vidéo, un livre, une série, un plat, une BD, un bouquin, n'importe quoi. Un truc qui nous a plu et qu'on avait très envie de vous partager. Dans l'idée, la première œuvre, c'est Aymeric qui va la présenter et je ne l'ai pas faite ou je ne l'ai pas vue. La deuxième, c'est moi qui m'y colle et la troisième, on l'a fait tous les deux et on va papoter un peu dessus. Je vous spoil pas tout de suite les œuvres, de toute façon il y a la miniature, donc je pense que vous l'avez déjà vu de quoi on allait parler, ouais. Mais c'est pas grave. Je vous propose donc de vous installer tranquillement avec votre verre, votre petit gâteau, votre burger, ce que vous voulez. On va lancer l'intro et c'est parti. Rebonjour à tous et merci d'être encore avec nous après cette intro, même si je suis pas sûr de ce qui va se passer après. On va tout de suite commencer avec l'œuvre de Aymeric. Qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui ? Alors, je vais vous parler d'un film que j'ai mis vraiment très très longtemps à regarder. Un film sorti en 2019 qui s'appelle The Lighthouse de Robert Eggers. Est-ce que ça te parle ? Alors, comme tu m'en as parlé, tu m'as dit, tu sais, c'est le film avec machin, alors, noir et blanc, j'étais là genre, oui, j'ai vu des captures d'écran avec la grosse barbe de Willem Dafoe, mais c'est tout. Eh ben, tu sais que le même là est même pas de ce film-là. Ah ouais ? Non, le même vient pas de ce film. Ok. Parce que, bon, en fait, je sais pas ce que c'est, alors. Moi aussi, tout le long, je m'y attendais, et il n'y a pas un moment où il y a la scène. Donc j'ai fait, ah, bah d'accord. Donc okay. Du coup, en gros, j'ai vendu ça à Bambi dans ce sens-là, j'ai fait, tu sais, c'est le film où le bouffon vert et Edward de Twilight sont enfermés dans un phare. Et là ça donne envie. Voilà. Non, plutôt plus sérieusement, en fait, c'est l'histoire de 2 gardiens de phare dans le Maine au 19e siècle. Et petit à petit, en fait, on va les voir descendre dans la folie à grand renfort d'alcool et de vision et de symboles. Pendant une tempête où, évidemment, il y a un moment, il doit y avoir la relève, il n'y a pas la relève et ils deviennent fous. Voilà, globalement. Ok. C'est en noir et blanc, je crois. Je sais plus. Alors, le film, en fait, voilà, c'est ça. Le film a 2 spécificités. C'est qu'en fait, il est filmé en noir et blanc. Et il est aussi filmé avec un... Alors, les cinéastes vont me déchirer la gueule dans les commentaires, mais c'est pas grave. On s'en fout, on n'est pas cinéaste. Mais en gros, c'est filmé carré. Alors, je sais plus... C'est filmé carré, d'accord. Je sais plus exactement quelle est comment bref, t'as compris, quoi. L'image... Je sais plus en combien exactement ça a été filmé, mais l'image, en fait, dans tout le film, c'est en carré. Sauf sur certains plans où t'as des photos qui sont du coup à la taille normale. Ok. Et du coup, le côté style visuel noir et blanc, en fait, a une grosse importance parce qu'en fait, il va utiliser deux types de noir et blanc. T'as ce qu'on appelle le style orthochromatique réaliste.
Oui. Voilà, hein, n'est-ce pas? C'est mon préféré. Pour les moments où on est sûr qu'on est dans le réel, et il y a des moments où il y aura un noir beaucoup plus contrasté, où en fait c'est les moments qui est lié à la folie et aux hallucinations. En Ok, stylé. fait. Voilà. Et donc J'aime bien quand il joue avec l'image comme ça, c'est chouette. du coup, on suit donc deux personnages, un qui s'appelle Ephraim Winslow, qui est joué par Robert Pattinson, et Thomas Wake, qui est joué par Willem Dafoe, qui lui est le vieux loup de mer, le briscard, celui qui a vu et revu des services dans le phare, et du coup Robert Pattinson est le nouveau, et ils arrivent tous les deux après la relève pour s'occuper du phare pendant un certain temps. Et du coup, il se passe des choses. Voilà. Ça va être très difficile d'en parler sans trop spoiler. Sans trop spoiler. Le film, en fait, a été influencé par pas mal de trucs. Notamment par une nouvelle inachevée d'Edgar Allan Poe. Il y a un rapport à la mythologie grecque. Ok. Mythologie grecque, ok. Ouais. Il y a des rappels... du coup, Ouais. Mais du coup, t'es parfait. Bah, t'as vu? N'empêche, Incroyable. bien. On va mettre une petite épingle là-dessus et on en reparlera après, vous verrez pourquoi. Il y a des références au vieil homme de la mer et à Moby Dick. Ok. Et surtout, en fait, le truc, c'est que tout ce qui se... Enfin, le setup, si tu veux, est basé sur une histoire vraie. C'était un incident qui s'est passé en 1801 dans un phare au Pays de Galles, où, en fait, il y avait deux gardiens de phare qui s'appelaient tous les deux Thomas. Donc c'est marrant parce que du coup, un des deux s'appelle Thomas dans le truc. C'est Thomas, toi aussi Thomas, putain, trop bien. Trop bien, génial. En plus, c'est Thomas Wake. Oui. Wink wink. Oui, bah oui. Et donc du coup, ils avaient aussi un shift à faire pour aller garder un phare et aussi faire des travaux de rénovation. Sauf que, en fait, un des deux Thomas est mort pendant les rénovations. Donc l'autre Thomas, qui avait peur de se faire accuser de meurtre parce que en fait, il faut aussi se rendre compte que, tu sais, quand tu gardes un phare, c'est genre des shifts qui font 6 mois, où tu vois une seule personne tout le temps, et t'habites avec, parce que souvent, un phare, t'as une baraque, une dépendance, enfin, on n'a pas chacun son côté de la maison, hein, c'est des tout petits trucs, quoi. Et donc, vu qu'il avait peur qu'on l'accuse du meurtre, il s'est dit, je vais pas enterrer mon ancien collègue, ni le balancer à la mer, mais par contre, je vais le ramener dans le phare. Comme ça, on pourra pas m'accuser de « Oh, mais dis donc, où est le corps ?» Bah, il est là, en fait. Le mec a eu un accident. Il est là, regardez-le, il est là. Vous pouvez le voir, il est tombé, bon, bref. Et du coup, le problème qu'il avait pas compris, enfin, ce qu'il avait pas mis en truc, c'est que le corps commencerait à se décomposer. Donc, il a fait par lui-même un petit... un genre de cercueil qu'il a foutu dehors. Sauf que les phares, souvent, c'est quoi? C'est des petits morceaux d'île sur les côtes. Donc il y a du vent et il y a du sel, donc l'érosion est propice, on va dire. Ouais. Donc, entre le vent et le sel et tout, en fait, le corps était complètement éclaté, il a commencé à être en morceaux, littéralement. Et en fait, il était visible par... Enfin, si tu voyais le phare, tu voyais le corps, en fait, c'était un peu bizarre, apparemment. Ok. Et du coup, juste par peur... de se faire choper, en fait l'autre Thomas, il est resté là où il y avait la lampe du phare tout le long de la fin de son shift. Juste pour dire, regardez, je suis là. Oui, regardez, je suis là et c'est pas moi surtout. Et en fait, ça l'a rendu un peu fou. Ce qu'on peut comprendre. Donc sans déconner. Cette épreuve l'a rendu un peu fou. Et ce qui a poussé le gouvernement britannique de l'époque à augmenter le nombre de personnes dans les crews de gardiennage de phare de 2 à 3. Ok. Voilà. Et donc du coup, ce film est basé tout petit peu sur cette histoire-là aussi. Ok. Voilà. Ok, donc un bon gros mélange de fantastique, horreur, psyché humaine, thriller, et du coup, parce qu'il y a que deux personnes, il y a que deux personnages dans tout le film. Il y a que deux personnes et il y a qu'un seul lieu, c'est l'île avec le phare. Ok. Et en fait, il va y avoir une succession d'événements plus ou moins prévenus par le vieux envers le jeune. Il va lui dire surtout ne fais pas ça, surtout respecte la mer. Tu sais, c'est vraiment l'archétype du ultra masculin de l'époque, de dire, parce qu'à l'époque, tout ce qui était vraiment les vrais marins, les loups de mer, etc., c'était des mecs ultra virils, enfin, tu vois. Donc, ultra viril, ultra superstitieux aussi, surtout les marins, ça a toujours été... Ouais. Et du coup, il est
respecte la mer, respecte tous ses habitants, y compris les oiseaux et tout. Et en fait, à un moment, le jeune bute une mouette. Ouais. Et ça, c'est ce qui va, c'est le turning point, si tu veux, du C'est le film. déclencheur de tout. Au moment où en fait, ça va lui attirer de la malchance, enfin ce qu'il prend pour de la malchance, et le fait que ça casse sa relation avec le vieux. Ouais, genre en mode c'est bon, t'as pas respecté la mer, je te respecte plus, enfin des trucs comme ça quoi. C'est ça. Voilà, donc tout le long du film, t'as énormément de rapports à la religion, aux croyances, et à côté de tout ça, il y a un autre plot twist que je sais pas si c'est très important, enfin si c'est malin d'en parler, mais qui en fait rebat les cartes entièrement du film par rapport au jeune Thomas, donc à Robert Pattinson en fait, et à son personnage, qui peut expliquer énormément d'éléments. Et en fait, c'est quand c'est ce genre de film où à la fin, quand tu vois le plot, tu fais ah d'accord, donc c'est pour ça qu'il y a eu ça, tu vois. Mais je vois. C'est des trucs où tu te dis tiens c'est super chelou, pourquoi est-ce qu'il se passe ça, et après tu fais voilà, j'ai exactement. compris, j'ai dit faut que je regarde le film une deuxième fois. Bah du coup moi le film je l'ai regardé 3 fois. Ok. Parce que tu sais c'est toujours pareil, c'est quand le film en fait il m'a pas marqué, mais par contre il m'a ultra intéressé. Et du coup j'ai regardé des vidéos d'essai de 1h30, donc qui est presque le temps du film parce que le film fait que 2 heures. De mecs qui redescendent point par point, tu sais, le truc de pourquoi est-ce qu'il y a tel plan, machin, truc. Et après, re-regarder le film, une fois que t'as tous les éléments, tu te fais d'accord, en fait, c'était vraiment cool. Et une fois, j'ai juste regardé parce que j'aimais bien le film. Mais parce que je kiffe ça. Voilà. Ok, fun. Chez gardien de phare, en fait, c'est vraiment un métier qui est super chelou, je trouve. Bah, Au-delà du film, je trouve ça vraiment genre. Il y a un côté, c'est vrai qu'il y a un côté un peu religieux, un côté un peu dévotion, quoi. T'es là, genre, tu te sacrifies pendant X temps, et t'es là pour, littéralement sauver des gens, quoi. Pour guider des âmes, pour qu'elles arrivent au bon endroit, parce que quand t'es en mer, tu dis qu'il y a des âmes sur des bateaux, il n'y a pas des gens. C'est vrai. Donc t'as ce côté, on en revient à la mythologie, quoi. T'as ce côté très un peu divin, je suis le gardien des âmes. Un peu côté un peu god, il peut y avoir un peu un god complexe, quoi, de se dire c'est moi qui sauve des gens. Ça me fait pas. Oui, c'est Caron. C'est Caron. Ouais, c'est vrai que c'est un peu Caron. C'est lui qui guide les. Ouais, après il les guide pas parce qu'ils sont morts. Enfin, j'espère. Non, mais il les empêche de mourir en tout cas. Ouais. Ça me fait penser à une. Enfin, c'est parce qu'on parlait d'âme, et ça me fait penser à une série que j'ai regardée il y a pas très longtemps qui s'appelle Departure, ou Départure pour ceux qui parlent pas très bien anglais. Et ça parle de naufrage. En gros, il y a 3 saisons, et la première saison, c'est il y a un avion qui s'est écrasé, et du coup ils vont enquêter sur pourquoi est-ce que l'avion il s'est écrasé, comment ça s'est passé, etc. Et la deuxième saison, c'est attention, un train qui a déraillé, et la troisième saison, c'est un bateau. Exactement. Saison 4, c'est une fusée. Là, c'est la une fusée de Musk bon, qui réatterrit mal. Oh merde. Et il parlait justement du fait que on parlait d'âme aussi en fait dans les avions. Dans les avions, on parlait de. D'accord. En tout cas, d'un point de vue professionnel entre guillemets. Enfin, les pilotes, les gens de la tour de guet, ça s'appelle pas une tour de guet, mais vous avez compris. Ils appellent ça des âmes en fait. Les gens qui sont dans les. On dit pas des passagers, on dit des âmes aussi. Oui. Ok. Voilà. Oui, c'est vrai que dans les avions. Après, oui, ça semble logique. Je pense qu'ils ont juste repris le truc de dire on disait ça sur les bateaux, c'est bon, c'est pareil. C'est un bateau dans le ciel, quoi, c'est pareil. Oui. Et je repense à un autre truc aussi d'un point de vue pas religieux mais superstition. C'est en regardant du coup la 3e saison que je me suis souvenu aussi que, je sais pas si c'est le cas en français, je sais plus, mais en anglais, ils féminisent le bateau. Oui, c'est tout le temps, il est personnifié au féminin, Il est tout le temps personnifié au féminin. Et en contrepartie, ça portait ultra malheur qu'il y ait une femme à bord. Enfin, c'est super chelou. Ouais, mais t'as des tonnes de codes. Genre, je crois qu'il y a même t'as une couleur à pas. Tu dois pas porter une certaine couleur à bord parce que ça peut amener le mauvais œil. Il y a énormément de trucs. Ok, super chelou. Ouais. Du coup, The Lighthouse. Oui. Ça, je pense que je vais le regarder. Hein, ça a l'air bien. Alors, si jamais j'ai pas encore hook tout le monde avec le truc, il y a aussi toute une. On l'a dit, il y a un tout petit peu de fantastique. Mais en fait, il y a surtout toute une dimension de cosmic horror en plus dans le film. Ah, let's go. Mais libre à chacun de penser, est-ce que
il y a vraiment un truc intégré, ou est-ce que, puisqu'on voit le film que via le prisme d'un des deux personnages, est-ce que c'est juste pas lui qui est complètement en train de devenir fou, tu vois? Et en fait, c'est super bien amené parce que t'as vraiment ce truc. Est-ce qu'on les voit vraiment ou est-ce qu'on hallucine tout ce qu'on voit? Parce qu'en fait, on voit le film à travers le regard d'un des deux. Et c'est assez bien amené. Bien évidemment, on est au bord de la mer, donc il y a de la tentacule, il y a de l'entité marine. Et un des trucs, un des éléments principaux, en fait, donc c'est l'isolement géographique. D'accord? Mais c'est aussi l'isolement temporel, parce qu'en fait, on n'a aucune idée, sauf du cycle jour et nuit, on n'a aucune idée de combien de temps il passe sur l'île. Je vois. Tu vois, il n'y a rien qui est... En fait, tu vas avoir des plans où il va faire jour, 3 secondes après, il va refaire nuit pendant 2 secondes pour qu'après, il refasse jour. Et donc, en fait, vu qu'on suit 2 mecs qui perdent la notion du temps et qui sont dans un espace restreint et qui commencent à agir de façon... Tu vois, un peu... Enfin, il y a une folie contagieuse, c'est super intéressant à regarder. Et ça m'a beaucoup rappelé certains trucs certains éléments de l'horreur cosmique. Ou du moins de Lovecraft, où t'as des mecs qui commencent à être complètement... qui commencent à perdre leur sanité. Bah, j'ai fait beaucoup de JDR Lovecraft, enfin Cthulhu en tout cas, et ça fait partie... Enfin, la notion du temps, ça fait partie d'un des facteurs aussi de folie qui est hyper intéressant. Je suis en train de regarder en ce moment Delicate, l'avant-dernière saison de American Horror Story. Ouais. Que j'avais complètement zappé 2 saisons. Fait du tout. Ouais. Bah, enfin, comme tout le reste, hein, c'est très dérangeant, mais Delicate, c'est très, très dérangeant. Et ça fait partie d'un des ressorts scénaristiques que il y a des coupures. Enfin, il y a vraiment la réal fait que t'es genre bonjour, au revoir. Et t'arrives, t'as dit, il s'est passé genre une semaine, alors que à l'écran, il s'est passé une demi-seconde. Ouais, il y a des ellipses qui sont pas annoncées, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. J'avais eu ça avec je sais plus quelle série, où genre... je crois que c'était pour... Il me semble que c'était pour... Ah putain, le spin-off de Game of Thrones, là, c'est comment? Truc des dragons, là. House of Dragons. Ouais, House of Dragons, voilà, merci. Où en fait, un épisode finit, l'épisode suivant commence, et il te prévient pas qu'il y a genre 10 ans qui sont passés. Oui, je vois. Et tu fais, mais c'est qui ce perso? Bah en fait, c'est le perso que t'as suivi les 3 premiers épisodes, mais qui a pris 10 ans dans la gueule. Je fais, ah d'accord. Et donc ouais, voilà, donc il y a tous ces éléments... tous ces éléments un bon cocktail, quoi. Spatio-temporels qu'on ne connaît pas. Et en fait, la lumière du phare est limite un personnage à lui tout seul. Le phare est une entité, mais la lumière du phare est aussi un perso. Ce sera pas un spoil de le raconter, mais en gros, tout le long du film, le jeune veut, donc Robert Pattinson, veut aller voir ce qui se passe en haut. Normal, t'arrives dans un phare, tu vas aller voir le phare. Le vieux lui dit tout le temps, non, t'as pas le droit. Il y a que moi. Tu vois, il garde la lumière est gardée par le vieux. Il lui interdit de regarder directement la lumière. Donc t'as pas le droit d'aller en haut et de regarder la lumière. Et il se passe peut-être un truc à la fin qui fait que le vieux avait raison. Voilà. Ok. Intéressant. Et donc en fait, mettre la lumière comme au statut de divinité, au statut de non, t'as pas le droit d'avoir ce savoir-là, de savoir ce qu'il y a en haut. C'est très ça me fait penser très à du Lovecraft, quoi. Ah bah c'est ce qu'on disait un petit peu juste avant, quoi. Effectivement, il y a ce côté très divinité. Ouais. Etc. Ok, très bien. Et enfin. Oui. Et après j'aurais fini. Et enfin. Et après promis. tout le côté du coup mythologique. Littéralement, c'est les 2 persos sont des allégories de personnages mythologiques. Le vieux étant lié à Proté. Et le jeune étant lié à Prométhée. Donc Proté... Attends, que je me trompe pas. Prométhée, c'est celui qui a volé le feu. Oui. Donc Proté et donc le vieux. Donc William Dafoe, donc Thomas Wake. Proté, parce qu'en fait c'est le gardien de la lumière, c'est celui qui est... hiérarchiquement, il est au-dessus de l'humain. Enfin, il est au-dessus du jeune, donc il est au-dessus dans la hiérarchie. Donc lui, il a l'aspect plus vieux et plus divin, on va dire. Et en fait, William Dafoe, il ressemble un peu à Poséidon, tu vois. C'est très tiré par les cheveux, mais il a une représentation d'autorité, là où le jeune, en fait, il cherche à transgresser l'ordre en lui disant, non, moi aussi, je veux aller en haut pour voir le feu, pour voir la lumière. C'est lui Prométhée, quoi. Okay. Et ceux qui connaissent le thème de Prométhée, il y a moyen que le perso finisse à peu près pareil. Il y a moyen. Ok. Donc voilà, il y a quand même, il y a quelques trigger warnings à mettre quand même.
notamment tout ce qui est lié à la frustration sexuelle, le fait d'être tout le temps avec une autre personne dans un lieu clos, tout ce qui va être sexualité refoulée aussi. Il y a peut-être... Alors, c'est pas globalement... C'est pas explicité directement dans le film, mais il y a probablement un V à un moment. Mais on ne sait pas, en fait. Mais on ne le sait pas. C'est du doute. Donc voilà, quelques trigger warnings au niveau du sexe. Mais sinon, le film... Si, ça picole beaucoup aussi, quand même. Trigger warning pour les alcooliques, attention. Trigger warning alcoolique et trigger warning sexe. Voilà. Ok. Ça roule. Eh ben, merci pour ce partage. On va reprendre les points qu'on avait mis juste avant et on va réussir à embrayer là-dessus parce que finalement, on va avoir une thématique sur cet épisode du Pince Crâne parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai très envie de te présenter Epic the Musical. Epic the Musical, c'est quoi ? Epic the Musical, c'est une comédie musicale qui a été écrite, composée et produite par un certain Jorge Rivera Herrans. Je pense que le deuxième nom est... Parce que... Herrans. Non, Georges de la Rivière errante. H-E-2-R-A-N-S, qui est du coup pas un nom espagnol, j'avais pas envie de le prononcer avec un accent espagnol. C'est une œuvre qui m'a été faite que j'ai découvert via une personne qui m'est très chère. Et je te remercie Moira pour ça. Du coup, c'est une comédie musicale qui est en 9 actes et qui retrace du coup l'histoire de Ulysse, du coup de l'Odyssée d'Homère. Ok. Retravailler un petit peu pour des raisons qui sont propres à l'auteur, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas il y a des petites divergences avec l'œuvre principale. Ça dure à peu près 2h20, donc soit vous êtes motivé et vous écoutez tout d'un coup, soit vous pouvez écouter acte par acte, ou ça s'écoute bien en fait en prenant des morceaux par-ci par-là, ou juste en écoutant un acte par-ci par-là, ou juste en écoutant une chanson par-ci par-là. Spoiler, je vais t'envoyer un extrait tout à l'heure une fois que j'aurai fini la présentation et je mettrai en même temps cet extrait. Je demanderai à Seb, merci Seb de faire le montage, de mettre l'extrait que j'aurais mis pour que vous puissiez en prendre plein les oreilles. Okay. Du coup, c'est un boulot qui a pris énormément de temps parce qu'il est sorti ça a été sorti le 25 décembre 2022 sous le label BRP Records LLC. Oh. Voilà. Waouh. On sait pas qui c'est, mais on s'en fout. Non, c'est pas vrai. Mais et en fait, c'est un boulot qu'il a commencé. Donc, Jorge a commencé sur sa thèse quand il était en université en juin 2019. Donc, il a mis beaucoup de temps à l'écrire. Petit fait notable, c'est un truc qu'il a écrit énormément grâce à TikTok. Ce qui est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, ouais. En gros, au tout début, en fait, il a commencé à poster des morceaux de son truc sur TikTok et les gens, en fait, ont commencé à se faire attraper par le truc parce que c'était vraiment bien écrit. J'y reviendrai après sur un peu tout ça, mais je vais continuer sur la genèse de l'œuvre. Et en gros, il a commencé à poster en fait juste des morceaux sur TikTok. Et les gens ont vraiment été attrapés par ça parce que genre vraiment putain mec c'était un génie. Et au fur et à mesure en fait il a commencé à faire des castings en fait sur TikTok. C'est-à-dire que sur TikTok il a posté juste les instruments, les versions instrumentales de ses morceaux avec les paroles etc. Et du coup de fil en aiguille en fait il a recruté des gens sur TikTok. Alors pour vous donner une idée de l'ampleur du projet, il y a à peu près je sais plus, j'ai compté mais je sais plus, il y a un peu moins d'une trentaine de voix différentes. Ok. Donc il y a beaucoup de boulot en termes de chansons, d'écriture, de musique et tout le bordel. Ça j'y viendrai juste après. Et quoi d'autre à dire là-dessus sur la genèse du projet c'est un projet qui tue sa mère. Alors, blague mise à part. Pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de ça et pourquoi est-ce que j'aime cette œuvre et que je les réécoute très régulièrement et que j'ai les chansons très régulièrement en tête. Déjà parce que c'est très catchy. Les chansons sont super bien écrites. Si vous avez un bon niveau d'anglais et que vous êtes un peu fou comme moi et que vous écoutez plusieurs fois les sagas, vous remarquerez que les textes sont très très bien écrits. Il y a vraiment de très belles références en fait, déjà à l'œuvre originale, parce que ça parle de l'œuvre originale, mais aussi l'œuvre se répond à elle-même. Tu sais, c'est ces moments où genre bonjour, je vous pose un truc et genre 5 chansons plus tard, je le réutilise
on réutilise du coup des segments vocaux, mais aussi des segments musicaux. Et c'est ça qui est Il y a trop des chouette, c'est rappels, que- il y a des rappels que ce Ouais, soit par il des y a des accords rappels. ou par des Exactement. thèmes. Ok, trop bien. Tous les personnages principaux en tout cas, ont des instruments qui leur sont associés. Notamment, par exemple, Ulysse, c'est la guitare, Zeus, c'est la basse électrique et des batteries, Poséidon, c'est des trompettes, des cuivres, enfin voilà. Il y a vraiment tout un délire en fait autour de la construction en fait musicale et l'identité musicale. Et il y a un truc aussi que j'ai vraiment trouvé ouf, il appelle ça des... J'ai oublié comment il s'appelle. C'est pas des accords génétiques, mais c'est des... En gros, la mère de... la mélodie d'Odysseus, de Ulysse, est repris en fait dans la mélodie en fait de la mère de Ulysse, mais de manière un peu retravaillée. Et le Télémachus, qui est le fils de Ulysse et de Pénélope, Oui. Son thème, c'est un mix en fait C'est des une deux. variation des deux. Oui, d'accord, ok. Ouais, En fait, voilà. il a, Ouais. en plus d'avoir un instrument par personnage, il y a des... Oui, ok. Il y a des thèmes qui peuvent se mixer en fonction d'un autre perso, d'accord. Exactement. Ok, Voilà. ok. Donc il y a vraiment, en fait, c'est pour l'oreille d'un profane qui était mon oreille la première fois que j'ai écouté, c'est vraiment super chouette. Genre t'écoutes et tu te dis putain c'est trop bien. Enfin moi en tout cas j'ai vraiment bien aimé parce qu'il y a vraiment plein de trucs. Après évidemment il y a des sagas que j'aime un peu moins que d'autres, et tout, forcément. Mais dans l'ensemble c'est vraiment super bien. Enfin musicalement c'est super chouette. Et après quand tu commences un peu à te pencher sur le truc, je pense que c'est un peu comme The Lighthouse, c'est-à-dire que j'ai commencé à regarder des vidéos de mecs qui parlent de ça et qui décortiquent l'œuvre, et t'es là genre mais en fait ce mec c'est un malade. Ouais. Mais ça, bon, évidemment, c'est un malade dans le bon sens, mais ce mec, c'est un malade. Genre, vraiment, il a bossé de ouf toutes ses chansons, et dans la globalité, ça donne un truc qui est vraiment, genre, époustouflant, Ok. tout simplement. Quand tu m'en parlais au début, j'ai cru que tu allais me parler, tu sais, du jeu. Comment il s'appelle ce jeu où il y avait une déatrée à la Hades et où aussi il y avait des dieux dedans, et je crois que ça faisait un truc de comédie musicale aussi. Ça te parle ou pas Stray Gods. Je pensais que tu allais me parler de ça. Stray Gods, c'est très bien aussi, hein, mais non, je vais pas parler de ça. Non, je vais faire une mini side note parce que j'ai beaucoup aimé Stray Gods aussi, mais Stray Gods, c'est un RPG, The Musical, enfin c'est une comédie musicale, RPG, avec de la mythologie grecque aussi. Ok. Et je vous recommande évidemment de le faire aussi parce que c'est très très bien. Mais là, on est plus en mode narratif. Il y a vraiment très peu de gameplay. Il y a très très peu de gameplay. D'accord. Bref. Voilà, je pense que je pourrais en dire beaucoup plus que ça, mais je vais t'envoyer un extrait de 30 secondes où j'ai sélectionné les 3 chansons que je préfère. Ok. Et évidemment, pour vous, chers auditoris, vous aurez également le droit à ça dans vos petites oreilles. Sauf si YouTube strike ça, et dans ce cas-là, j'en suis désolé, mais je peux rien faire pour ça. Donc, je te laisse écouter et puis on en reparle après. I'm left without a choice and without a doubt. Yes, the vegetables are swimming with the shark now. I gotta make you bleed. I need to see you drown. Well, it's a little Oula. bit dangerous, my friend. You need a mindset change for this. You cannot get away with playing safe for this. You wanna get home, put it on. I see a song of past romance. I see the sacrifice of man. I see portrayals of betrayal and Ok. the brother's final stand. Alors, je t'ai fait écouter du coup dans l'ordre, je vous ai fait écouter du coup dans l'ordre, Ruthlessness, qui est du coup la première chanson où on voit Poséidon apparaître. D'accord. Pour rappel, dans l'histoire, c'est le moment où... ça c'est un moment qui est ultra connu dans l'Odyssée d'Homère. C'est au moment où Ulysse se fait passer pour personne quand il attaque le Cyclope. Et Polyphémus du coup. Et il s'avère que du coup Polyphémus c'est un enfant de Poséidon. Du coup, c'est une des raisons pour laquelle Ulysse galère à rentrer chez lui, c'est parce que Poséidon il est pas content après lui. Le deuxième morceau que je t'ai fait écouter c'est Dangerous. Celui-là m'a fait rire. Celui-là, il est trop bien. C'est un de mes préférés. En fait, Hermès, c'est un de mes personnages préférés dans Epic the Musical. Malheureusement, il a que 2 chansons. Dangerous, du coup, je ne vais pas parler du moment, mais en gros, c'est un moment où Ulysse se retrouve complètement seul, parce que tout son équipage est mort. J'aime beaucoup ce morceau parce qu'il y a du synthé, il y a de la lyre, la voix de Hermès est incroyable. Et le troisième morceau que je t'ai fait écouter, c'est No Longer You, qui est du coup... j'ai oublié le nom de ce prophète...
Bon, peu importe, mais c'est le moment où en gros Ulysse descend dans les enfers parce qu'il veut rentrer chez lui Ouais. et qui rencontre du coup le prophète qui s'appelle Tirésias. D'accord. Tirésias, c'est bon, j'ai retrouvé, yes. Merci Internet. Voilà, il s'appelle Tirésias et qui du coup un prophète aveugle et qui du coup lui donne une prophétie, enfin à la fois du passé, à la fois du futur de ce qu'il a vu et voilà. Et c'est juste après avoir rencontré Circé. Oui, Voilà. ok, Circé, on connaît. Pour la petite Circé, on connaît. Voilà. C'est la grosse bonne femme qui transforme les gens en cochons. T'en as pensé quoi, du coup? Je m'attendais pas à de la synthwave au milieu. Mais du coup, je suis très content. En fait, j'ai un... Moi, les musicals, ça me casse les couilles. Enfin, c'est pas un truc qui m'attire, ok. Mais il y a des fois où j'aime, pourquoi pas, écouter une ou deux musiques. Je pense pas que j'écouterai tout en entier. Mais juste pour voir le travail, justement, à la Pierre et le Loup, on va dire, qui a été fait par le gars pour dire, bah, en fait, chaque accord... Enfin, il y a des persos qui ont des accords, qui ont des thèmes, et qui a des répétitions, et qui a une cohérence dans le truc. Pourquoi pas écouter un ou deux albums... C'est quoi, c'est des albums, du coup? Ouais, c'est des sagas. Ouais. Bah, une ou deux sagas pour voir ce que ça donne. Ça parle d'un truc que j'adore. Enfin, c'est difficile de pas aimer l'Odyssée d'Homère, en vrai. Enfin... Ouais. Ou du moins Bah, tout ce qui est attaché à ça, tu vois. Et donc, ouais, je vais me laisser écouter ça. Et si je peux te recommander des sagas, enfin, en tout cas mes sagas préférées, il y a la saga du Cyclope qui est très très bien parce que le thème de Polyphémus est incroyable. Enfin, tu sens que c'est un Cyclope. En fait, c'est ça qui est cool, c'est ça qui est chouette, tu vois, dans toute l'œuvre, c'est que les personnages ont vraiment une identité propre et tu sais qu'ils sont là et tu sais que... Enfin bref. Du coup, il y a la saga du Cyclope que j'aime vraiment beaucoup. La saga de Circé qui est trop trop chouette. Parce que je te l'ai pas fait écouter non plus, mais le thème de Circé, c'est pareil, c'est trop trop bien. Ouais. La saga The Underworld qui est juste après la saga de Circé. Ouais. Et c'est déjà pas mal. Zeus est incroyable. Dans plein d'œuvres, notamment dans celle dont on va parler juste après, Zeus c'est un peu, tu sais, le vieux monsieur, le père de famille, le patriarche, etc. Ouais, tu vois, c'est le patriarche. Alors qu'en fait, il faut pas oublier que Zeus, c'est le queutard originel. C'est un gros baiser. Voilà, exactement. C'est le charreau de base. Exactement. Et dans Epic, ça revient un petit peu. On te le rappelle gentiment. Et du coup, le thème de le thème de Zeus, la chanson s'appelle Thunderbringer, elle est incroyable. avec toutes les connotations qu'on peut lui donner. Exactement. Et du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est que j'aime bien du coup la genèse du truc où le gars a juste posté ses trucs. Et enfin, j'aime vraiment le côté où, quand t'as dit il l'a fait via TikTok, j'ai fait ah ouais, quand même. J'avais un peu peur. Et en vrai, le rendu, je suis en train d'écouter 2-3 trucs là. Le rendu est pas mal, hein. C'est ouf, hein, franchement. Ouais. Après, évidemment, au-delà de TikTok, je pense que c'est un malade aussi de la composition et de l'écriture, donc c'est quand même un génie musical. Oui. Mais ça a été en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est que c'est un projet communautaire, quoi. C'est vraiment... au-delà du génie du mec, il a quand même été porté par énormément de gens, et c'est chouette. Enfin, c'est vraiment hyper chouette de voir ça, quoi, et surtout de l'entendre. Et ce qui est d'autant plus chouette, c'est que, bon, c'est disponible gratuitement, entre guillemets, sur Spotify, mais c'est disponible sur YouTube, et il y a un animatique qui dure du coup tout le temps du truc, qui est fait par plein d'artistes différents qui ont du coup animé en fait les différentes sagas de Epic. Et du coup ça a aussi une identité visuelle. Ouais. Et c'est ça qui est très... Ah la vache, oui, là j'ai la guitare de Zeus. Oh putain. Ah, il a mis les potards sur la disto. Non, mais c'est cool. C'est cool. Et en fait, c'est aussi c'est bien parce que tu sens, parce que du coup, il y a la petite vidéo aussi sur le côté, sur Spotify. Tu sens que du coup, il y a un peu tout le monde, c'est son idée de base, c'est sa jeunesse, il y a son nom sur le truc, mais qu'il y a plein de gens en fait qui se rajoutent petit à petit. Ouais, qui se sont appropriés l'œuvre au fur et à mesure. C'est ça, et c'est comme ça que tu... Mais le nombre d'écoutes, je trouve ça dingue. Oui. Ah ouais, il y a plus de 60 millions de vues sur TikTok. Hein. Oui, mais bon, TikTok.
Non, oui. On peut penser ce qu'on veut de TikTok, en attendant, C'est- les métriques, c'est les métriques. Oui. Hein. Et le projet, du coup, est fini, là, ça y est ou... Ouais. D'accord. Oui, le projet est terminé, c'est-à-dire que, enfin en tout cas, Epic the Musical c'est terminé. Il y a du merch qui existe, Ouais. notamment des vinyles Ok. qui sont plus disponibles. Et là, en ce moment, il a teasé sur TikTok qu'il était en train de bosser du coup sur un projet qui s'appelle Ilium et qui va être en gros du coup l'Iliade. Bah oui. Parce que... Bah oui. Parce que bah ouais, voilà. Donc du coup, ce grand malade, il a pas terminé de bosser. Je pense que c'est tant mieux pour le monde entier. Mais en tout cas, il va continuer et il va continuer à bosser sur autre chose et voilà. Très sympa. J'aime beaucoup. Ah, les morceaux sont cool. Les morceaux sont sont très très chouettes. Donc moi en tout cas, personnellement, moi je vous invite, si vous avez l'opportunité, le courage de l'écouter d'une traite parce que c'est vraiment trop chouette. Moi j'ai fait ça la dernière fois en écoutant, en jardinant. Genre j'avais un énorme boulot à abattre et du coup j'ai fait ça. Vous pouvez l'écouter en bagnole. Enfin, maintenant quand je fais des voyages en bagnole avec Moira, on le met tout le long du voyage et on chante ensemble parce que les chansons en plus d'être bien écrites, c'est catchy, t'as envie de chanter, tu vois, c'est trop chouette quoi. Donc je vous recommande évidemment de l'écouter d'une traite, ce qui est évidemment pas facile à faire, mais sinon de prendre des saga par saga, et en vrai ça s'écoute très bien. Et si vous avez le temps et le courage, de regarder aussi les petites animations qui ont été faites autour, parce qu'elles sont très chouettes aussi. Oui. Donc voilà. Et ben on va terminer, enfin on va attaquer le 3e tiers du podcast en proposant la 3e et dernière œuvre qu'on a fait tous les deux. Est-ce Oui. que tu veux présenter cette œuvre? Oh là. Oh non. Oh non. Ah. Ah, je vais le faire. Vous vous souvenez du Covid? Voilà, Oui. déjà, ma phrase d'accroche, tu vois, tu sens qu'elle est pas... elle est pas là, quoi. Alors, on avait très envie tous les deux de vous parler d'un petit jeu vidéo fait par un petit studio indépendant, je sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelle Hades 2. Oui. Et je pense que avant de parler de Hades 2, enfin même en même temps que de parler de Hades 2, on peut parler de Hades 1 tout simplement. Ouais. Parce que je pense que c'est important, et avant de parler de Hades 1, je pense qu'il faut qu'on parle de Super Giant Games, parce que ça serait dommage de pas parler de Super Giant Games. Oui. Alors, Hades 1 est sorti le 17 septembre 2020, et Hades 2 est sorti 23 septembre 2025. Enfin, il est vraiment sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais. Du coup, développé et édité par Super Giant Games, qui est un studio qui a tout mon amour et tout mon argent, que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont fait des jeux incroyables, à part Pyre, mais bon, on fait bien. Pas tous. C'est le On peut bouton pas que noir. faire des trucs bien. Voilà, c'est le petit bouton noir, voilà. Bref. Pour l'anecdote, du coup, on en parlait tout à l'heure en off de l'Early Access. Ce qui est important de savoir avec Hades 1 et Hades 2, c'est qu'ils ont pris le parti de développer le jeu en accès anticipé. Et donc du coup, en tout cas, moi je faisais partie de ces personnes-là qui se sont fait un peu attraper parce que j'étais là genre en mode j'ai joué à Bastion, j'ai joué à Transistor, c'est quoi le prochain jeu de Super Giant Games? C'est Hades, il est en accès anticipé, let's go. Et du coup j'y ai joué Day One dès que l'accès anticipé est sorti, donc j'y ai joué très tôt quoi. Et ils ont fait pareil du coup pour Hades 2, je sais pas si Hades 1 tu l'as fait, t'as touché un peu. Hades 1, je l'avais pris sous Covid. Je l'avais pris sous Covid, je sais pas si tu te souviens qu'on se faisait à plusieurs des journées entières, on faisait des runs, on enchaînait les runs comme des abrutis. Alors Mais moi je faisais aussi des journées où j'allais travailler et que Ah oui, c'est vrai. je jouais à Satisfactory pendant 14 Ah heures. oui, c'est vrai. Mais par contre, tu vois, Super Giant Games, j'avais pas pris de jeu venant de leur studio avant. Hades, c'était vraiment mon premier. Ils m'ont accroché direct par l'ADA, par encore une fois une cohérence et un système de jeu qui fonctionnait trop bien quoi. Et la quand, musique, mais on en parlera après. Ouais, il y a encore un rapport à la musique et on en parlera après. Et quand l'Early Access pour Hades 2 est sorti, j'ai été gros Yankee, j'ai pris du Day One de l'Early Access, le jeu. On en parlera peut-être un peu après de l'Early Access. Ouais. Voilà, du coup, Hades 1, l'histoire c'est quoi? Eh ben, vous incarnez Zagreus, qui est le fils d'Hadès. Comme le nom du jeu l'indique, on ne joue pas Hades, mais on joue du coup Zagreus, et le petit Zagreus, en fait, il aimerait bien voir sa maman. En gros.
Et du coup, on est sur un roguelite d'action, il va falloir essayer de sortir du coup des enfers en traversant différents biomes, en tapant sur des trucs et en récupérant du coup la bénédiction de différents dieux. C'est vrai que présenté de nos jours, le jeu il a l'air genre ok ou dans les standards, mais je vous assure que pour l'époque, quand il est sorti, de toute façon ils ont fait que ça, Super Giant Games, mais en tout cas, Hades quand il est sorti, le système de jeu était révolutionnaire. Ouais. Ce côté roguelite, tu sors, enfin t'enchaînes les salles et à chaque salle tu récupères une amélioration. Ça peut être une amélioration temporaire, ça peut être une amélioration sur tes armes, sur tes compétences, sur tes machins, tes bidules. Bah c'était révolutionnaire. Maintenant de nos jours, bah c'est genre Bah, ils ont mid, ou en tout cas c'est devenu. Ils ont redéfini une norme en fait. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et il l'avait fait avec Bastion, et il l'avait fait avec Transistor aussi. Transistor, c'est pas resté dans les annales entre guillemets, mais Bastion, c'est clairement le cas. Hein. Bastion, pour moi, c'est un jeu qui a posé des bases aussi en termes de gameplay et de mécanique de jeu qui, de nos jours, sont pas désuètes, mais enfin, oui, en fait, elles sont là et elles sont trop bien, quoi. Ça voulait rien dire, mais vous avez compris. Voilà. Et Hades 2, du coup, l'histoire. Hades 2, en fait, on joue Melinoé, qui est la fille de Hades, et la sœur du coup de Zagreus, et notre but c'est d'aller tuer Chronos, le titan du temps, pour sauver papa. Et maman. Et Frangin. Et Frangin. Et tout le monde. Et toute le la reste famille. du monde. Oui, Et voilà. le reste Et le du reste monde. du monde. Et plus on avance dans les runs, plus on se rend compte qu'en fait l'histoire est beaucoup plus intriquée que ça, qu'elle implique beaucoup plus de trucs. No spoil. Mais enfin voilà, toujours pareil. En fait c'est ça qui est cool, et c'est ce qui m'a fait que ça m'avait eu. C'est que il y a des roguelites, tu vas les faire. Tu vas faire ta partie, ça va se finir, tu vas arriver à ton hub, et tu vas faire bon, ok, j'ai débloqué ça, j'y retourne. Hades, c'est t'as fait ta partie, t'es mort ou t'as gagné, tu retournes à ton hub, et là t'as ah au fait on t'a pas dit un truc. Et après, Du il y a coup, tout le monde qui vient de parler, et c'est il y a trop bien. tout le monde vient de parler au hub, parce qu'en fait plus tu vas avancer dans l'histoire, plus tu vas débloquer des personnages qui vont avoir des interactions avec toi, etc. Et en fait c'est un jeu qui te pousse à relancer la petite partie en plus, quoi. Et c'est ça que je trouve trop bien, en plus de tout l'aspect, les relations avec les dieux, qui du coup sont la famille des persos. Donc tout le monde t'appelle cousin ou cousine en fonction de si tu joues au 1 ou au 2. Ou Tata, ou... Ouais, tata, nièce, neveu, enfin c'est... Et Ouais. en fait c'est trop cool. Et c'est tout le temps, le jeu te pousse en fait à en relancer une, En plus de ça, il y a énormément de trucs à débloquer. Je crois que là, dans le 2, on en est à 6 armes et 4 aspects différents par arme. Et pour débloquer certains aspects, il faut faire certaines actions avec certains persos. Enfin, c'est très riche. Et en gros, dans le 1, le but du 1, c'était juste d'atteindre la surface pour aller voir Perséphone, donc notre mère. Là, dans le 2, le but étant, en première partie du jeu, le but est de descendre aux enfers, parce qu'en fait on est dans ce qu'on appelle ça s'appelle comment Le Crossroads, les croisées des chemins. Ouais, en fait c'est un endroit entre la surface et l'enfer. Et en gros on doit descendre, on doit faire le chemin inverse du 1, mais avec d'autres biomes, pour aller tuer le titan du temps. Et au bout d'un moment on se rend compte aussi qu'on peut monter. Voilà, donc il y a 2 fois plus de passages. Pour aller voir la Mifa dans l'Olympe. On doit aller voir l'Olympe, voire peut-être même le sauver, on sait pas. Mais c'est vrai que je voulais juste rebondir un peu sur ce que tu disais sur le fait de relancer. La plupart des roguelites, t'as envie de relancer parce que tu dis ouais j'ai débloqué le truc, c'est ce que tu disais, j'ai débloqué le truc, j'ai débloqué la petite amélioration en plus, C'est etc. ça, ouais. Et du coup j'ai envie de la tester, etc. Alors que dans Hades, à chaque fois que tu lances une run, même dans la run en elle-même, on te balance des petits morceaux de lore, des petits morceaux d'histoire par-ci par-là, parce qu'à chaque fois que tu vas récupérer une bénédiction d'un dieu, et ben il va apparaître, il va dire salut, ça va, et il va te raconter un truc et tout, et c'est trop cool en fait. T'as très bien imité Zeus, je trouve. Salut neveu, c'est Zeus. Salut, c'est Zeus. Comment ça Entre va deux parties de jambes en l'air, je viens de filer un petit coup de main. À tout à l'heure. Ma femme est encore énervée. Fais gaffe. Non mais enfin voilà, c'est tout ça pour dire que en fait c'est ça qui est trop chouette, c'est que t'as envie de relancer parce que t'as envie de pousser l'histoire, t'as envie d'avancer, t'as C'est ça. envie de toujours voir plus et pas que du gameplay en fait. C'est ça. Et c'est ça qui est ouf. Et c'est ça qui est trop bien avec ce putain de jeu, enfin ces putains de jeux. Je crois que le 1, j'ai eu la vraie fin au bout d'une centaine de runs finis. Quelque chose comme ça. Bah oui. Et là, tu te tapes le générique de 10 minutes, mais tu fais mais oui, putain, ça y est, j'ai enfin battu le jeu.
Au bout de C'est 100 fini. runs, j'ai fini Hades. J'ai fini le jeu. Tiens, pour la blague, j'ai combien de... Ah bah non, mais j'étais sur Epic, donc je saurais pas combien d'heures j'ai. Mais on s'en fout. Mais oui, c'est ouais. Ils ont... Enfin voilà. Moi, Supergiant Games, je les aime. Pourquoi ? Parce que ils redéfinissent les genres à chaque fois. Ouais. Même s'ils ils y arrivent pas forcément, mais... Enfin, même ça matche pas forcément. Après, avec Hades 2, on va dire que il n'y a pas vraiment de grosses différences en termes de mécanique intrinsèque de jeu par rapport à Hades 1, mais ça reste quand même une très très bonne suite. Mm. Mais au-delà de ça, Bastion, enfin je vais reciter les jeux, hein. Bastion, ça redéfinit un genre de action RPG avec des améliorations. Et ce que j'aimais beaucoup dans Bastion, c'était toutes les divinités que tu pouvais récupérer qui t'apportaient un bonus, mais aussi un malus. Et ça, c'est des trucs qu'on voyait pas trop, je trouvais, et que maintenant ça devient un peu plus monnaie courante, mais c'est revenu. Enfin, Ouais. c'est venu quoi. Transistor, pareil, c'est du action RPG, mais où tu peux programmer des actions. Et il y avait un côté un peu chelou, hybride dedans, qui était très chouette aussi. Pyre, on en pense qu'on en veut. Moi, le premier, hein, j'ai pas aimé le jeu, mais en attendant, bah, ils ont proposé quelque chose d'encore un peu innovant en termes de jeu. C'est, on va jouer au foot. Enfin, t'es genre, on joue au foot, mais avec des personnages qui ont des pouvoirs. T'es là, genre, ok, pourquoi pas. Hades, bah, ça redéfinit aussi le genre encore une fois. Et Hades 2, bah, enfin voilà quoi. Et du coup, bah, en tout cas, moi, Supergiant Games, c'est un studio pour lequel j'ai beaucoup d'affect. Au-delà du gameplay, il y a un aspect qu'on a effleuré. Il y a un deuxième aspect dont on a commencé à parler, qui sont les graphismes. Ouais, la DA. Et La DA. la DA en général, hein, Dans parce son que ensemble. l'univers graphique de leur jeu, en général, au pluriel, hein, elle est incroyable. À chaque fois, ils créent un univers qui est magnifique. Enfin, Ouais, le- ouais, ouais. c'est pareil, tu vois, Pyre, je crache dessus parce que j'aime pas le jeu, mais en attendant, le jeu, il est magnifique. Les personnages, ils sont super beaux, il y a une vraie identité dans le jeu, enfin, c'est ouf. Et Hades, ils en parlaient un petit peu dans la genèse de Hades 1. Bah, ils disaient que c'était pas évident en fait de repartir sur quelque chose d'existant parce que Bastion, Transistor, Pyre, c'est des jeux où c'est leur propre univers qu'ils ont créé eux-mêmes. Mhm. Et ça a de la gueule parce que tu sens que c'est eux qui l'ont créé et du coup c'est un peu différent. Hades c'est encore différent parce que c'est un univers déjà préexistant, donc c'est compliqué de se réapproprier en fait les codes Ouais. d'un univers qui existe déjà. Et Hades 2, je trouve que Hades 2 le fait encore mieux parce que t'as tout un délire de sorcière par Ouais, rapport à donc Hades 1. ils ont pris énormément de liberté par rapport au matériau d'origine, mais c'est pas grave en fait, parce que c'est bien amené et que c'est cohérent dans l'intégrité du truc, quoi. Donc, Bah c'est ça. Et dans Hades 1, c'est... je vais pas dire qu'ils n'ont pas pris de risque parce que c'est pas vrai, mais on reste quand même dans des trucs un peu classico-classiques mythologie grecque. Oui. Oui, oui. Même si c'est très flashy, qu'il y a des belles couleurs et tout, voilà. Hades 2, bah, ils ont pris le parti de se dire, ok, maintenant les gars et les meufs, vous allez jouer une sorcière. Et du coup, eh ben, on va retravailler tout l'univers du jeu, un peu en mode sorcière et tout le délire. Donc avec de la magie, du mana, du... Mais voilà, c'est ça. Et avec du coup bah, tout un délire aussi très ésotérique au niveau des personnages, parce que on fréquente... Hécate. ah, putain, Hécate, ouais, Hécate qui est une titanesse, mais qui est aussi une sorcière en fait de Ouais. base. Et on croise plein de sorcières. On croise Circé, on croise Médée, qui sont des personnages du coup bah, de l'univers de la mythologie grecque, mais qui sont des Ouais. personnages aussi qui sont ultra importants dans le jeu vidéo et qui sont très chouettes. Et il y a tout ce délire là qui est trop cool. Et ce que je trouve génial aussi dans Hades 2 et dans Hades 1 et dans tous les autres jeux de Supergiant Games, parce que C'est la musique. oui, je suis un gros bandeur. C'est la putain de musique. C'est la putain de musique qui est composée par Darren Korb, avec notamment en chanteuse principale Ashley Barrett. Je suis très amoureux de sa voix. La composition musicale, elle est ouf aussi. Et en passant de Hades 1 à Hades 2, eh ben Hades 2, ça reprend les thèmes de Hades 1, Ouais. mais avec ce petit côté sorcière aussi. Et ça, c'est trop cool. Ouais, et tout ça par l'utilisation de rythmiques différentes, d'instruments différents. Et vraiment, enfin, Darren Korb arrive à donner une identité auditive à un jeu vidéo. Et je trouve ça trop bien. Moi, je me souviens de... Ah putain. C'était pendant les Game Awards. Il était 2h du matin, je crois. Et ils ont montré le premier trailer de Hades 2. Et dès qu'il y a eu les 3 premiers accords, j'ai gueulé. Mais j'ai gueulé fort. Hein. J'ai fait ah putain là c'est Hades là. Et il y avait Ulysse qui était avec moi. Il me fait mais ça va mec. Je me dis putain c'est Hades 2. Il me fait mais ça peut pas être Hades 2. Je fais si tu verras. Parce qu'il y a eu juste le... Tu sais il y a eu juste le... Down, 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 down. Et j'ai fait putain c'est Hades 2. Et du coup c'était trop bien. Et du coup qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, et il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas que il y allait avoir une suite parce que Supergiant ne faisait jamais de suite de leur jeu. Oui.
Mais vu le succès du premier opus, c'était obligé qu'ils en refassent un, quoi. Obligé, je sais pas, ça aurait pu être un gros DLC, mais effectivement, en fait, Ouais. moi étant un gros fan et ayant essuyé un petit échec sentimental par rapport à Pyre, je me suis dit, ok, Hades 2, bah, wait and see, on verra bien, quoi. Parce que pourquoi faire une suite à un jeu qui est vraiment très très bien ? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ? Est-ce que vous voulez pas plutôt explorer un nouvel univers encore, nous chier un nouveau truc qui sort de votre chapeau ? Et en fait, en vrai, bah ça marche, quoi. Ouais. Les mécaniques de jeu sont entre guillemets les mêmes, elles sont revisitées, ils ont rajouté plein de trucs dedans qui sont pas superflus, à mon sens, qui sont très corrects, et ils ont réussi à faire un truc qui est bien, quoi. Bah, peut-être à part certains systèmes de craft qui sont un peu tirés par les cheveux, mais sinon ça va. Ouais, c'est ça. Et autre point sur la musique, par rapport au 1, ils ont step up parce qu'en fait, dedans, il y a un groupe de rock. Oui. Et quasiment à chaque fois que tu vas les battre, il y a une variation de, je sais pas, 5 ou 6 morceaux différents. Ouais. Et en fait, ça a pas de sens, sauf le fait de pouvoir jouer avec, de pouvoir avoir une musique différente en fait qui va dessus sur tout le stage. C'est assez cool. Et ce qui est rigolo et complètement con, c'est que c'est un boss qui est composé de 3 personnages différents. Il y a la chanteuse, la guitariste et la batteuse. Et à chaque fois que t'en butes un, bah il manque un truc dans la musique. Ouais, et c'est trop bien. Et ça sert à rien, mais c'est trop bien. Bon, on a dit beaucoup de choses bien, mais il y avait un truc quand même dont on voulait parler, qui est l'accès anticipé. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de l'accès anticipé ? Ouais, on peut. On peut. Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence ? Ben, le souci de l'accès anticipé, et c'est aussi ce qui est bien, c'est que bah, pour les gens qui, comme nous, ne peuvent pas trop attendre, ben, tu vas avoir envie... En fait, moi je sais que dès qu'il y avait un patch qui sortait, je repartais pour 10 heures de jeu, en fait, sur le jeu. Et donc, en fait, j'ai eu le droit de goûter le jeu petit à petit, et en même temps, c'était frustrant. Enfin, en gros, sur le premier... je crois que sur le premier, on pouvait même pas aller à Titan. Sur le premier, moi je me souviens que les toutes premières versions, tu pouvais pas sortir d'Asphodel. Oui. Tu butais le gros serpent et après... Oui, ouais, pour Hades 1, tu parles. Oui, Hades 1, ouais. Ouais, ok. Oui, ça je m'en souviens, ouais. En fait, c'était vraiment... en gros, pour raconter pour ceux qui ne voient pas, quand vous faites une run, vous devez passer par 4 biomes. Ou 4 3. biomes, ouais. Et en fait, au fur et à mesure des accès anticipés, ils débloquaient des biomes en plus. Donc plus vous attendiez, plus en fait vous pouviez aller loin dans vos runs. Et en fait, là, c'était un peu frustrant, je trouve, pour Hades 2, parce que en fait, tu t'arrivais pas à aller à la fin de ta run actuelle. Enfin, c'est un peu le souci que j'avais avec. Et du coup, bon, à la limite, on passe tout de suite, hein, les sprites qui étaient pas terminés, donc du coup, t'avais juste une ombre, ça, à la limite, moi, je m'en fichais. Du coup, c'était très drôle de voir notamment Narcisse, quand ils l'ont dévoilé, j'ai fait... Oh ah, putain, oui. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, un petit peu frustrant. En fait, ça générait un peu de frustration, parce que je voulais vraiment que le jeu soit fini plus vite, et donc du coup, là, quand il est sorti, là, en... c'était quand ? Fin septembre. Ouais, en septembre, j'ai fait oui, d'accord, bon bah ok, il est en 1.0, je vais faire 2 runs pour essayer de voir c'est quoi la vraie fin du jeu. Enfin, la vraie fin des runs. J'ai remis 20 heures dans le jeu, et en fait, en 20 heures, techniquement. En fait, moi, dans ma tête, en 20 heures, j'avais fini le jeu, tu vois. Et moi, j'ai eu une des vraies fins. Alors que là, d'après Steam, tu vois, Hades 2, j'ai joué 92 heures. C'est quand même pas mal, 92 heures. C'est pas mal, 92 heures. C'est pas mal, hein. Mais en fait, j'ai pas eu l'impression d'avoir joué 92 heures parce que j'y joue depuis mai 2024. Tu vois. Ouais. Donc, non, mais bien sûr. Moi, légère frustration, quoi, à ce niveau-là. Ouais. Mais qui n'enlève rien au plaisir que j'ai de jouer quand j'ai joué au jeu, hein, bien sûr. Bah, ça donne une expérience de jeu qui est très bizarre, en fait, je trouve, pour Hades, parce que moi, je sais que Hades, le premier, je garde vraiment un très 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 mauvais souvenir d'Asphodel parce que j'ai poncé l'accès anticipé et bah, à chaque fois, t'étais obligé d'arriver jusqu'au serpent. Je sais même plus comment il s'appelle, l'hydre. L'Ernie. T'arrives jusque ça, et le boss est hyper dur, mais c'est normal parce qu'en fait la difficulté elle est gonflée artificiellement pour que t'aies l'impression d'avoir fait une run complète et que juste tu roules sur le jeu. Et du coup pour moi c'était vraiment un boss qui était insurmontable. Parce que j'ai réussi à le buter au bout d'une dizaine ou une quinzaine de runs, quoi. Ouais. Sachant qu'entre temps, bah, tu te fais buter avant parce qu'évidemment, bah, toi-même tu sais les roguelites. Et du coup pour moi ça a vraiment été ce boss là qui était super dur, insurmontable. Et au final, après y avoir rejoué, après une fois la sortie de l'accès anticipé, et ben t'es là genre en mode bah c'est un boss comme les autres en fait. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a des trucs comme ça qui apportent un peu de frustration comme tu dis et qui donnent une expérience biaisée du jeu. Donc d'un côté je suis content parce que j'ai donné du temps à un studio que j'aime et
je suppose que d'une certaine manière, j'ai apporté un grain de sable à un édifice et ça me fait plaisir. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est vrai que t'as une expérience qui est bizarre en fait, qui est un peu demi-teinte. Et tu vois, là, quand le jeu est sorti en 1.0, je me suis dit, bah, est-ce que je relance une run depuis zéro ? C'est-à-dire que j'efface ma sauvegarde et je repars depuis zéro ou pas ? Après, j'ai dit non, flemme. Oui, voilà, oui, exactement. flemme. Non, flemme. J'ai vu, Flemme, plein de, du coup. j'ai vu plein de créateurs le faire. Dire, ah bah allez, c'est bon, vas-y, on fait fresh save, on repart de zéro. Et j'ai fait, ouais, non, moi je le ferai pas, tu vois. Mais par contre, il y en a plein qui ont préféré, qui ont fait 2-3 updates, qui ont pas fait l'intégralité des updates et qui à la fin font, non, je me garde pour la 1.0 parce que je veux garder encore un peu de surprise, tu vois. Ce que je comprends, moi, c'est peut-être ce que je ferai la prochaine fois, quoi. Tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait pour Hades 2. C'est-à-dire que Hades 2, j'ai pas fait la dernière update. J'ai joué au tout début quand c'est sorti. Ouais. J'ai joué à la première et à la deuxième. Et après la troisième update, j'ai fait non. Je vais attendre que je sorte à 1.0 parce que en fait j'en ai marre de me spoiler entre guillemets sur le jeu. Ouais. Enfin, c'est bizarre parce que c'est du spoil sans être du spoil quoi, mais j'en ai marre de me spoiler et de dégrader un peu mon expérience de jeu. Et du coup j'ai pas touché cette idée là et j'attendais vraiment avec impatience la 1.0. Bon bref. Bon maintenant il y a Silksong et du coup j'ai plus le temps de jouer à Hades 2, mais bon ça c'est notre histoire. Est-ce que t'avais essayé, vu que il y en a beaucoup qui ont dit que c'était un rip-off de Hades, mais est-ce que t'as essayé Scorn? Ouais, j'ai pas aimé du tout, c'est horrible. Sworn, pardon. Sworn, ouais. On l'a essayé et en fait l'avantage qu'il a, en fait c'est marrant à plusieurs. Bah c'est marrant à Mais- plusieurs, mais ouais, c'est vas-y, tout. pardon. Mais c'est tout. Enfin, en gros Sworn, c'est Hades mais dans les légendes arthuriennes. Et en Vous multijoueur. avez le même et qui peut être en multijoueur. Le but est le même, hein, c'est d'aller buter le roi Arthur parce que le Graal l'a corrompu. Et vous passez des biomes et vous butez des boss et puis vous faites votre build comme ça en fait en ayant les boons, les faveurs de différents dieux du panthéon arthurien. C'est un peu intéressant, mais le jeu a tout son intérêt quand vous y jouez à plusieurs, quoi. Mais sinon le jeu a aucun intérêt et honnêtement le feeling en termes de gameplay, Il est différent. avec la manette en main, je suis là genre. Mais c'est un peu ce syndrome de bah c'est pas Hades 2 quoi. je vois. C'est comme d'autres jeux auxquels tu joues et tu dis bah c'est pas tel jeu alors que c'est un jeu auquel t'as joué des heures et des heures. C'est pas civilisation. C'est ce que j'ai dire, c'est pas Stellaris, ça c'est pas Civilisation, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais ouais, c'est des jeux qui souffrent un peu de la comparaison quoi malheureusement. Ouais. Et tu vois, j'ai joué à il y a pas très longtemps, j'ai joué à The Rogue Prince of Persia. Le nouveau là. Ouais. Mhm. Et honnêtement, le jeu est pas nul. Mais Il Mais c'est pas Hollow Knight. Non, mais c'est pas Dead Cells. Ok. Parce que, tu vois, en fait, ils auraient sorti le jeu il y a 5 ans. T'aurais fait, mais putain, mais ce jeu, c'est une pépite, c'est trop bien, c'est génial. Et là, il Mais sort après Dead Cells et t'es là, genre, mais c'est la Mais même chose en fait. Mais il me semble que celui-ci devait sortir il y a longtemps et que Ubisoft. ouais voilà ils ont dit ouais non, on va attendre un peu, on a Assassin's Creed à faire. Mais lequel? Mais par contre, par contre, gros point fort, la BO, elle déchire sa mère. Ok. Je t'invite à écouter la BO de Enfin, je vous invite d'ailleurs, vous aussi, auditeuristes, à écouter la BO de The Rogue Prince of Persia parce qu'elle déchire sa mère. Elle est vraiment très très bien. En bref, on s'écarte. Tout ça nous éloigne de Georges. Bref, je pense qu'on va boucler sur Hades 2 parce qu'on est tous les deux des bandeurs de Super Giant Games et qu'on peut encore en parler pendant des heures. Oui. Fun fact, rien à voir, enfin c'est un petit peu à voir, il va y avoir un concert de Super Giant Games en juin 2026 à Londres. Incroyable. Voilà, je sais pas si j'y serai mais j'aurais très envie d'y aller. Bref. Bon, on va conclure, je pense Ouais. qu'on est déjà... On est à 1 heure de podcast finalement. Hein. Bah, super. On est pile poil dans le timing, incroyable, formidable. Et ben, merci d'avoir partagé cette discussion avec moi. C'est toujours un plaisir, Aymeric, de t'avoir avec moi. Oui, merci de l'invite. C'est toujours un plaisir aussi. Hein. Tu sais, quand tu m'as dit, bon, bah, on va essayer de machin, ramène une œuvre. Puis en fait, on s'est un peu rejoint en parlant d'un truc mythologique. Et au début, je fais, bon, vas-y, je vais parler de l'incroyable série. Est-ce que tu te souviens de cette série de l'Odyssée? Cette série animée où on suivait. Non. Où Poséidon était genre, mais vraiment badass. Non, ça te parle pas? Je Ça me t'enverrai parle Ok. Bref, j'aurais pu parler de ça, je l'ai pas fait. J'aurais pu parler de Poséidon, le maître de l'Atlantide, qui est un jeu PC absolument immonde de gestion de ville. Ça, tu vois, par contre. Ça, tu vois de quoi je parle. Oui. Ce jeu ultra dur, où il t'arrive 20 000 trucs à la seconde et où tu pouvais pas faire pause dans le jeu.
Mais du coup, je me suis rabattu sur autre chose. Et c'était très bien parce que ça m'a grave donné envie de regarder. Eh The bah super. Lighthouse. C'est Donc, c'est bizarre. Oui, Je préviens. j'avais pas. cru comprendre. J'avais cru comprendre. Et ben merci à vous, auditeurs-ristes, de nous avoir suivis dans ce deuxième épisode du reboot du Pince-Crâne. On ne parle plus de Magic. Et c'est pas plus mal parce qu'il y en a qui ont réussi à se sevrer, pas comme d'autres. Bonjour, c'est moi. Bonjour, c'est moi, c'est lui. En tout cas, bon, bref, merci à vous de nous suivre en tout cas pour ceux qui nous suivent. Comme d'habitude, on est sur les réseaux sociaux. Je crois que notre compte Twitter s'est fait strike, je sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave. On est sur YouTube, n'hésitez pas